Bonjour, je m'appelle Hassan Salam, je suis professeur de gynéco à la faculté de médecine d'Alexandrie et aujourd'hui je vous parlerai de la procréation médicalement assistée, la PMA. La présentation d'aujourd'hui alors fait la quatrième partie de notre sujet d'infertilité. On a déjà fait les facteurs masculins, ovariens, cervicaux, tubaires, utérins, péritonéal et de l'infertilité inexpliquée. Et aujourd'hui, on parle de la procréation médicalement assistée. Alors, quand on parle de la procréation médicalement assistée, euh, on veut dire principalement c'est la fécondation in vitro, la FIV, et aussi l'injection intracytoplasmique des spermatozoïdes, la ICSI. Euh, Dans le passé, on faisait aussi le transfert tubaire de gamètes, qu'on appelle le GIFT, le transfert intratubal des zygotes, le ZIFT, qui sont parfois toujours faits, mais rarement vraiment. Et ensuite, il y a aussi l'insémination intra-utérine qui doit aussi faire partie de la PMA. Le premier bébé FIV fut né le 25 juillet en 1978. C'était Louise Brown. Et aussi, on peut voir dans la photo Dr. Robert Edwards et M. Patrick Steptoe avec Louise Brown. Et pour la première fois, on a découvert que la grossesse pouvait être achevée sans que les gens ont des rapports sexuels. C'était une révolution dans notre médecine de reproduction. Aujourd'hui, il y a à peu près de 8 millions de bébés qui sont nés à travers la FIV et les techniques alliées. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé quand M. Patrick Steptoe est allé en France dans les années 60 du cycle précédent et il était allé pour visiter professeur Raoul Palmer pour voir comment il faisait la cilioscopie. Professeur Palmer était un grand expert de cilioscopie, bien sûr, et M. Patrick Steptoe, il a été à Paris chez lui et quand il est revenu, il a fait ce livre, La paroscopie en gynécologie, qui fut publié en 1968. Dr. Patrick Steptoe aussi, quand il est revenu, il avait fait une conférence à la Société royale de médecine, Royal Society of Medicine, pour expliquer cette nouvelle technologie qu'on appelait la cystoscopie. Les Britanniques la nomment la laparoscopie, mais les gynécos britanniques n'étaient pas vraiment impressionnés. Il disait comment on peut faire tout, voir tout à travers cette petite ouverture. Non, on préfère faire une grande ouverture et la parotomie. Mais au fond de la salle, le même jour, il y avait un jeune docteur, un embryologue qui s'appelait Robert Edwards, qui travaillait à Cambridge. Et c'était un généticiste, mais il faisait aussi la FIV dans les animaux et dans les souris. Alors il a demandé à Dr. Patrick Steptoe, il lui a demandé, quand vous faites la cilioscopie, est-ce que vous pouvez voir les follicules? Alors, Dr. Steptoe a dit, ouais, parfois on peut voir les follicules. Alors, Dr. Edwards a dit, peut-être on peut récupérer alors ces ovocytes, faire la fécondation au dehors du corps humain et ensuite les remplacer à travers le col de la matrice pour essayer d'achever une grossesse chez les femmes qui ont des trompes bouchées. Alors, le travail a commencé vers 1968-69 et on a fait à peu près plus d'une centaine de cas. Au commencement, on n'a pas eu des succès, mais il y avait un cas de grossesse extra-utérine et enfin on a achevé le premier bébé, comme je viens de dire, le 25 juillet en 1978. Et voilà comment les trompes de ces patientes étaient bloquées quand on les voyait avec la cilioscopie. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On disait à la patiente de venir être admise à l'hôpital au commencement du cycle, c'est-à-dire à peu près le 6e jour, 7e jour du cycle. On a commencé à faire le taux de la LH urinaire chaque jour et ensuite chaque 3 heures jusqu'à on a constaté que le LH commençait à
constaté, on avait ce qu'on appelait une augmentation définie de la LH, après laquelle on faisait le prélèvement ovocitaire selon la cystoscopie, bien sûr. Et voilà, M. Patrick Steptoe, faisant le prélèvement ovocitaire par cystoscopie, remarquait que dans ce temps, il n'y avait pas le caméra CCD, il n'y avait pas l'insufflateur automatique, il n'y avait pas la lumière froide. Alors, et aussi, quand vous voyez ici, les assistants ne pouvaient pas voir ce que Dr. Steptoe pouvait lui-même voir par la cystoscopie. Et alors, quand on avait récupéré les ovocytes, ou un ovocyte dans ce cas, parce qu'on faisait ça dans des cycles spontanés, c'est-à-dire pas stimulés, et alors on faisait la fécondation au dehors du col humain, ensuite on les remplaçait à travers du col de la matrice. Et comme j'ai dit, au commencement, on n'avait pas des succès, mais finalement, le premier bébé était né en 1978. Et en fait, en 2010, le professeur Edwards a reçu le prix Nobel, mais malheureusement, dans ce temps, il avait commencé à être son Alzheimer, alors c'était à Madame Edwards de recevoir le prix Nobel à son nom. Mais nous avions de la chance. Nous avons célébré avec professeur Edwards 25 ans de FIV à Alexandrie en 2003. On a aussi célébré 30 ans de FIV à Alexandrie en 2008. Alors, quelles sont les étapes de la FIV? Ça commence par une rencontre ou un rendez-vous avec le couple où on explique la procédure au couple, et aussi on fait une évaluation du couple avant de commencer la FIV. Ensuite, je vais parler des protocoles de stimulation. Ensuite, on fait le prélèvement ovocitaire, on fait la fécondation in vitro, c'est-à-dire au labo, et ensuite on fait le transfert embryonnaire, et finalement on doit donner des médicaments à la patiente pour faire le soutien de la phase lutéale. Alors, dans ce rendez-vous, cette rencontre au commencement, avant de commencer, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on doit expliquer l'indication au couple, pourquoi dans leur cas particulier ils ont besoin de la FIV par exemple ou de la XI, et quelle est la différence. Ensuite, on explique la procédure, comment on fait, pourquoi on fait les tests de base, pourquoi on fait, comment on fait la surveillance, le prélèvement ovocitaire, comment on demande l'échantillon de sperme, comment on fait le transfert embryonnaire et tout ça. Ensuite, on doit expliquer les résultats, parce qu'il y a des couples qui pensent qu'on va faire la FIV, alors on aura un bébé 100%, ce qui n'est pas le cas, bien sûr. On doit aussi expliquer les complications possibles, parce qu'il y a toujours une possibilité d'avoir le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, ou peut-être une grossesse multiple, etc. S'il y a un problème de poids ou des allergies, on discute le tabagisme, l'alcool, les drogues, si la malade a des maladies antécédentes ou présentes, si elle reçoit des médicaments actuellement, et ensuite on doit faire une petite évaluation psychologique, parce que la FIV, on n'a pas le succès chaque fois, peut-être on a un échec et on veut préparer le couple en cas d'échec, comment ils vont réagir. Et enfin, si on doit discuter les finances dans ce temps. Et alors, on fait aussi l'évaluation du couple. Et comment? On fait des analyses dans le labo, on fait une écouvillon cervicale, on fait une échographie, un transfert embryon simulé, parfois on fait ça, et ensuite il y a des patientes, pas toutes les patientes, mais des patientes qui ont besoin parfois d'avoir une hystéroscopie, par exemple. Et voilà les tests de laboratoire qu'on fait initialement. Mais on fait la AMH, bien sûr, la FSH, on fait l'analyse du sperme, les analyses de routine comme le CBC, l'analyse d'urine, s'il y a la fonction hépatique, fonction rénale, glycémie, coagulation,
Et aussi, on fait les tests pour les maladies sexuellement transmissibles, le hépatite B et C, ensuite le sida et le syphilis, parce que si on fait une congélation, par exemple, on a besoin de ne pas avoir des transmissions de ces maladies à d'autres échantillons qui sont présents euh, dans la place où on fait la congélation. Aussi, on veut protéger notre équipe qui travaille dans le labo. Aussi, on fait des tests liés à la maladie actuelle, c'est-à-dire si la malade est diabète ou elle a un problème de thyroïde, par exemple. On fait aussi une échographie. Préférablement, ça sera une à 3D, 4D, parce que comme vous le voyez, on peut découvrir qu'il y a un petit polype, par exemple, qui doit être excié avec l'hystéroscopie. On peut avoir un kyste et on décide si on va l'aspirer, le laisser, l'enlever. Et on fait les dimensions de l'utérus et si l'utérus est antéversé et rétroversé, parce que ça va nous aider pendant notre transfert embryonnaire. Et enfin, on fait aussi le compte des follicules entrales. Ça nous donne aussi une idée de la réponse de notre patiente à notre stimulation. Alors, quels sont les protocoles de stimulation? Au commencement, on faisait le FIV en cycle naturel, comme M. Steptoe Edwards l'ont fait. La première fille, Louise Brown, était née dans un cycle qui était naturel, spontané, c'est-à-dire il n'y avait pas de stimulation du tout. Mais ensuite, les Australiens étaient les seconds à faire la FIV. Ils ont fait leur premier succès en 1980 et alors ils ont utilisé l'acetate de clomifène. En 1981, alors c'était les Américains qui ont eu le premier succès et dans ce cas, ils ont utilisé le HMG seul. Ensuite, on a maintenant les deux protocoles qui sont couramment utilisés par la plupart des médecins qui font la FIV. C'est le protocole d'agoniste de GnRH et le protocole d'antagoniste du GnRH. Alors commençons par la FIV en cycle naturel. Et comme j'avais dit, la patiente dans ce temps était admise à l'hôpital. On faisait le dosage de la LH urinaire. Aujourd'hui, on n'admet pas la patiente à l'hôpital, mais si on va faire la FIV en cycle naturel, par exemple dans des patientes où on ne peut pas leur donner de la stimulation à cause, par exemple, d'un cancer précédent, alors on fait le dosage de la LH chaque jour et ensuite, quand on approche, on peut voir ce qu'on faisait dans le temps. Steptoe Edwards, on avait ce qu'on appelait une élévation définie de la LH urinaire, c'est-à-dire on faisait le dosage de la LH chaque 3 heures depuis le 10e jour du cycle, et quand on avait une hausse de 50% sur la moyenne des 3 résultats antécédents, alors on disait que ça c'était une élévation définie de la LH urinaire après laquelle on faisait le prélèvement ovocytaire, mais c'était après 28 heures de ce temps. Et on doit ici faire la différence entre une élévation définie de la LH urinaire ou le commencement de cette élévation, parce que si on compte depuis le commencement de l'élévation, alors on doit faire notre prélèvement entre 32 et 36 heures après ce commencement. Et ce qui coïncide avec ce qu'on fait aujourd'hui quand on fait le déclenchement avec la HCG, alors on fait notre prélèvement à 32 à 36, de 32 à 36 heures après notre injection. Et dans le temps, bien sûr, quand Steptoe et Edwards ont fait leur premier cas, il y avait seulement une échographie primitive abdominale. On ne pouvait pas vraiment voir les follicules, mais après ça, on a pu voir les ovocytes avec l'échographie abdominale, avec des machines plus avancées. Mais aujourd'hui, on a
l'échographie vaginale qui était introduite en 1985. Et alors, si on fait cette échographie vaginale, on va découvrir dans un cycle naturel qu'on a un follicule unique. Le deuxième protocole, comme je viens de dire, était le protocole de citrate de clomiphène, utilisé au commencement par le groupe australien. Et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'échographie au commencement, ce qu'on peut le faire maintenant, si on va utiliser ce protocole. Alors, on fait une échographie au commencement du cycle et on commence à donner notre citrate de clomiphène 100 mg par jour entre le jour 3 et le jour 7, pour 5 jours c'est-à-dire. Ensuite, le jour 10 ou 9 ou 10 ou 11 par exemple, quand on a un follicule qui a abouti à 18 mm, on fait notre déclenchement avec le HCG et on fait le prélèvement ovocitaire 32 à 36 heures après ça. Et ensuite, si on fait notre transfert embryonnaire, normalement, dans ces cas, on le fait après 2 jours, c'est-à-dire 48 heures. On peut aussi faire la surveillance avec le dosage de la estradiol sérique, comme je vais dire. Et voilà. Si on fait aussi le dosage de la E2, on aime que notre E2 soit entre 1500 et 2500 picomol par litre avant de déclencher l'ovulation avec le HCG. Ensuite, quand j'ai dit, les Américains ont commencé à faire la FIV avec le HMG. Et dans ce cas, Human Menopausal Gonadotrophin et gonadotropine. Ces gonadotropines, comme on se rappelle, chaque ampoule contient 75 unités de FSH et 75 unités de LH. Alors, on a toujours le HMG qu'on peut utiliser dans nos patients. Aujourd'hui, il y a bien sûr le FSH, la FSH recombinante qui fut introduite dans les années 90 et qui est faite selon la technologie recombinante. Alors, comme on faisait avec le HMG, comme on fait toujours, on voit notre patiente le 3e jour du cycle, on commence à lui donner le FSH ou le HMG, on fait la surveillance, comme je viens de dire, avec l'échographie et aussi peut-être avec le dosage de estradiol sérique. Et quand on a des follicules de 18 mm, alors dans ce cas, on fait le déclenchement avec le HCG et on fait notre prélèvement ovocitaire 32 à 36 heures après le déclenchement. Et dans ce cas, parce qu'on a commencé avec le HMG et le FSH, normalement, on aura un développement de follicules multiples. Et ce qui est bien pour nous, parce que le plus de ovocytes qu'on obtient, la meilleure est notre résultat. Mais il y a un problème qui peut se poser dans ces cas, les cas de protocole HMG seul. Parce qu'on peut toujours avoir une montée prématurée de la LH. Si on va le panneau en bas, on va faire que normalement, la hausse de la LH coïncide avec un follicule de 18 mm. Mais parfois, dans ces cas, on a une montée prématurée de la LH, comme on voit de le panneau en haut. Et alors, dans ce cas, quand on fait notre prélèvement ovocitaire, on peut rater l'ovocyte ou bien obtenir un ovocyte qui est post-maturé. Et voilà, ça n'arrive pas de tous les cas, ça arrive à peu près dans 20% des cas, mais c'est quelque chose qui peut diminuer nos résultats. Alors, qu'est-ce que les laboratoires pharmaceutiques ont fait? Ils ont introduit les agonistes de GnRH. C'est-à-dire quoi? On se rappelle de la GnRH, c'est une décapeptide qui est produite par l'hypothalamus. Comme on se rappelle, quand les laboratoires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus à cette décapeptide dit acide aminique, ils ont enlevé le numéro 6, le glycine, et l'ont remplacé
d'autres acides aminiques. Et en faisant ça, on a obtenu le l'uproléline, la goséréline, la naphthaléline, la buséréline et tous ces antagonistes avec notre but, c'est de annuler la hausse prématurée de la LH. Et voilà le protocole d'agoniste. Il y a trois protocoles d'agonistes vraiment. Le premier, c'est le protocole lent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on demande à notre patient de commencer les agonistes le jour 21 du cycle antécédent, du cycle précédent. Et voilà, elle commence à prendre cet agoniste. Normalement, c'est une petite grande dose de 1 mg par jour jusqu'à qu'elle commence ses règles. Quand elle commence ses règles, on diminue ce agoniste de GnRH et elle prend 0,5 mg par jour. Et en même temps, au 13e jour, on commence notre FSH ou le HMG et on fait notre surveillance, comme on a dit déjà, avec l'échographie et peut-être le dosage de l'estradiol. Et quand on a notre bonne réponse, on déclenche avec le HCG. On a aussi le protocole court. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on commence notre agoniste le premier jour du cycle. Le premier jour du cycle, on commence l'agoniste et on commence aussi le FSH ou le HMG le troisième jour du cycle. On fait la surveillance comme toujours et jusqu'à qu'on a des follicules qui sont prêtes à déclencher, alors on déclenche avec le HCG. Il y a aussi le protocole très court qu'en anglais on appelle le flare-up protocole parce que c'est-à-dire qu'on utilise le GnRH, comment le GnRH fonctionne. Ça stimule le FSH d'abord pour 2 ou 3 jours et ensuite ça commence à l'abattre et le niveau de FSH commence à diminuer. Alors on peut prendre cet avantage les 2 ou 3 jours au commencement. On peut utiliser le GnRH pour prendre cet avantage et avoir une petite stimulation dans les premiers jours du cycle, c'est-à-dire entre le jour 2 et 5 par exemple, et en même temps on commence notre FSH le 3e jour et on continue notre surveillance comme j'ai dit avant. Ensuite, il y a quelques années plus tard, les labos ont introduit les antagonistes de GnRH. Alors les antagonistes, il y a une différence entre les agonistes et les antagonistes. Les antagonistes, on n'a pas cette stimulation initiale. Alors dès le commencement, l'effet de l'antagoniste est très évident, ça commence à baisser notre FSH. Et voilà les antagonistes différents. Comme on peut le voir, ils ont changé plusieurs acides aminiques pour nous produire le cétrolélix, le ganirelix et tous ces antagonistes qu'on peut utiliser. Et voilà la différence. En jaune, on a le GnRH, les agonistes GnRH. Alors il y a un petit flare-up, un petit éclat, une petite augmentation qui est suivie par une dépression de notre FSH, c'est-à-dire FSH et LH, bien sûr, nos gonadotropines. Mais si on utilise les antagonistes, en vert ici, on a cette dépression dès le commencement. Et voilà le protocole antagoniste, ou les protocoles antagonistes, parce que on peut utiliser notre antagoniste chaque jour, comme on voit ici, depuis le 8e jour du cycle, c'est-à-dire si on commence notre FSH le 3e jour du cycle, alors après 6 jours de stimulation, c'est-à-dire le jour 8, après 5 jours de stimulation ou 6 jours de stimulation, on commence à donner notre antagoniste 0,25 mg, c'est sous-cutané par jour. Mais il y a de ceux qui font, c'est ce qu'on appelle le protocole fixe. Il y a aussi le protocole flexible où on commence notre antagoniste quand notre follicule, un follicule au moins atteint 14 mm de diamètre. Alors c'est un protocole flexible. Bien.
Alors, comment on fait le déclenchement? Normalement, on fait notre déclenchement avec le HCG, c'est-à-dire on fait une injection de 5000 ou 10 000 unités internationales par voie intramusculaire lorsque on a au moins deux follicules de 18 mm de diamètre et on préfère en même temps avoir un endomètre de type ovulatoire comme on voit ici. C'est ce type ovulatoire avec l'échographie, c'est trilaminaire comme on voit ici dans la photo à droite. Et normalement, bien sûr, on aura un développement de follicules multiples. C'est bien aussi d'avoir une épaisseur endométriale de moins de 7 mm. Alors, on fait notre déclenchement avec le HCG, normalement. Parce que il y a des cas où on ne peut pas utiliser le HCG parce que ça peut entraîner le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, en particulier chez les patientes SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, parce que ces femmes sont très sensibles à développer le SHO. Et voilà comment on les voit. Si par exemple on a cette photo, on peut constater qu'il y a un très grand nombre de follicules qui augmentent en nombre plus qu'elles augmentent en dimension. Et ensuite, dans ce cas, on fait le déclenchement avec le GnRH pour éviter d'avoir le SHO. Et alors, si on fait ça, ça affecte notre phase lutéale. Dans ce cas, alors, on doit faire un soutien intense de la phase lutéale, c'est-à-dire augmenter la dose de progestérone qu'on donne à ces malades, ces patientes, quand je vais dire tout à l'heure. Mais aussi, il y a une autre possibilité, c'est de faire le prélèvement ovocytaire, faire la FIV ou la ICSI, obtenir les embryons, mais ne pas remplacer les embryons dans le cycle même, mais les congeler et les remplacer dans un cycle ultérieur où la possibilité de SHO sera disparaître. Bien. Alors, on a plusieurs protocoles. Comment on peut choisir le protocole idéal pour notre patiente? Et voilà, on peut utiliser par exemple le AMH comme prédicteur, le anti-Müllerian hormone. Aussi, on peut utiliser le compte des follicules antrales. Mais si par exemple on prend le AMH, si notre AMH est très élevé, disons plus que 40, alors dans ce cas, on doit utiliser le protocole antagoniste et comme je viens de dire, faire le déclenchement avec le GnRH. Et si c'est entre 40 et 20 par exemple, on doit toujours utiliser le protocole antagoniste, mais on peut dans ce cas peut-être faire notre déclenchement avec le HCG, malgré que c'est toujours prudent de faire le GnRH et ensuite faire la congélation et remplacer dans un cycle ultérieur. Si notre taux de AMH est normal, c'est-à-dire entre 7 et 20, alors dans ce cas, on peut utiliser le protocole agoniste long, c'est le protocole le plus utilisé dans notre spécialité. Si le AMH est inférieur à 7, en ce cas, on peut prédire une réponse réduite. Alors dans ce cas, on peut utiliser ce qu'on a dit, le flare-up protocole, le protocole antagoniste très court pour prendre l'avantage de cette flare-up qui prend lieu au commencement du cycle. Et si notre AMH est très faible, alors on expecte toujours d'avoir un ou deux follicules au maximum. Alors dans ce cas, pourquoi on doit utiliser des médicaments qui sont coûteux? Peut-être dans ce cas, on peut faire un cycle naturel ou un cycle naturel modifié, et même dans les pays où on fait le don d'ovocytes. Ça, c'était le choix du protocole. Maintenant, le choix de la dose. Quelle dose elle commence? Ça dépend bien sûr de l'âge, du poids et de la réponse précédente. Par exemple, normalement, on commence avec 225 unités internationales par jour
comme on peut voir ici, si on utilise le protocole antagoniste ou le protocole agoniste. Mais si c'est une jeune fille, peut-être très mince, par exemple, on peut commencer avec 2 ampoules seules, parce que 225, c'est 13 ampoules. Un ampoule contient 75 unités internationales. Et alors, si elle est jeune et elle est très mince, on peut utiliser une dose, on peut diminuer la dose, et si elle est plus obèse, par exemple, si elle a eu une réponse mauvaise dans un cycle précédent, alors on peut augmenter notre dose. Mais aussi, non, alors, normalement, si on regarde ici le protocole agoniste long, c'est celui en bas, et alors on commence au jour 21, comme j'ai dit, on commence à 1 mg par jour de GnRH, et on diminue avec les règles à 0,5. Et ensuite, on commence notre stimulation avec 3 ampoules, et ensuite, pour 5 jours, ensuite, on peut examiner notre patiente, alors avec l'échographie, faire la surveillance, et ça dépend de notre réponse. Si la réponse est exagérée, on diminue la dose. Si elle est bien continue la dose, si elle est un peu pauvre la réponse, alors on peut augmenter peut-être, au lieu de donner 3 ampoules, on donne alors 4 ampoules, c'est-à-dire 300 unités internationales. Même chose, le protocole antagoniste, on commence avec 3 ampoules, comme vous le voyez. Ensuite, on commence à faire une dose individualisée après notre premier examen. On continue jusqu'à le déclenchement avec la HCG. Et ensuite, après, à 32 ou 36 heures après le déclenchement, on fait notre prélèvement ovocytaire. Comme je viens de dire, dans le passé, pendant le temps de Steptoe-Edwards, on ne pouvait pas faire l'échographie, on ne pouvait pas voir même le follicule avec l'échographie, on faisait le prélèvement ovocytaire à travers la cilioscopie. Quand on a commencé à observer notre follicule avec l'échographie transabdominale, et c'était environ en 1980-81, alors on a commencé, nous, à King's College Hospital, de faire cet prélèvement à travers l'échographie transabdominale, parce que l'échographie transvaginale a été introduite seulement en 1985. Alors, entre les années 81 et 85, on faisait ou bien le prélèvement transabdominal ou bien à travers la cystoscopie. On avait essayé aussi de faire le prélèvement par voie transutérale, c'est-à-dire l'aiguille passe par l'urétère et le contrôle avec l'échographie abdominale. On pouvait observer notre aiguille pour la guider jusqu'au follicule, mais c'est une méthode qui n'a pas été vraiment utilisée beaucoup. Et voilà comment on faisait le prélèvement ovocytaire par cilioscopie. Monsieur Steptoe ici est en train de faire son prélèvement ovocytaire. Et voilà comment on pouvait voir par cilioscopie le follicule et l'aiguille qui pénètre le follicule et selon laquelle on aspire notre fluide folliculaire. Après ça, comme j'ai dit, entre 81 et 85, on faisait le prélèvement ovocytaire guidé par l'échographie transabdominale. Et voilà à droite, on peut voir l'aiguille qui a traversé le follicule et on commence à aspirer notre fluide folliculaire. Tant que maintenant, la plupart des gens, peut-être tout le monde, fait le prélèvement guidé par l'échographie transvaginale. C'est plus facile. On peut voir les follicules de l'ovaire d'une manière excellente. Alors, comme on le voit ici, la sonde est dans le vagin et ensuite, dans ce cas, bien sûr, on a des follicules multiples et on fait l'aspiration par voie vaginale. Et on utilise cette pompe d'aspiration avec laquelle on peut contrôler le vide, parce que si on aspire très fort, on peut
casser les ovocytes, soi-disant. Et alors, on peut faire le contrôle avec le pied ou la main, comme on voit avec cette pompe. Le fluide qui est aspiré dans un tube à essai, et ce tube à essai, on le garde, il y a un réchauffeur à gauche ici, on met nos tubes à la température de 37 degrés avant de les donner à notre embryologue. Il y a de ceux qui font la récupération des ovocytes, le prélèvement, d'une manière plus facile, en utilisant une seringue et l'aiguille. Mais comme je viens de dire, on ne doit pas aspirer forcément pour éviter le cassage des ovocytes. Et voilà comment on le voit sous notre échographie vaginale. On obtient le fluide folliculaire et on donne ça à notre embryologue. Il ou elle regarde sous le microscope à dissection et on peut voir les ovocytes. Voilà un ovocyte mûr qui vient d'être aspiré. Et comme on le voit, l'ovocyte est la cellule la plus grande du corps humain. C'est entre 80 et 150 microns. Mais elle est ici entourée par les cellules granulosas. Toutes les autres cellules du corps humain sont 10 microns. Et on peut observer ici qu'il y a le premier corps polaire à gauche à environ 10 heures et elle est toujours entourée par la zone pellucide. En même temps ou un peu après, on prépare le sperme et on le prépare de la même façon qu'on avait expliqué quand on faisait l'insémination intra-utérine. Et voilà, on met notre ovocyte avec nos spermatozoïdes dans cette tasse de culture et on met le milieu du culture qui contient les ingrédients nécessaires pour la nourriture de notre ovocyte et spermatozoïde. Mais parfois, si le sperme n'est pas de bonne qualité, alors on a besoin de faire la ICSI, c'est-à-dire la micromanipulation. Et voilà le système de micromanipulation et l'embryologue travaillant sur ce système. Et ce système nous permet que chaque centimètre que l'embryologue bouge sa main se traduit en 1 micron sous le microscope. Alors on peut faire notre manipulation d'une manière microscopique. C'est-à-dire, par exemple, on peut tenir notre ovocyte de gauche comme ça, et ensuite on peut faire l'injection d'un spermatozoïde unique dans le cytoplasme, comme on le voit ici, en gardant le premier corps polaire à 12 heures, comme vous le voyez ici. Parfois, le monsieur n'a pas de sperme du tout, il est azospermique. Dans ce cas, on fait ou bien l'aspiration des spermatozoïdes testiculaires, c'est-à-dire le TESA avec un A, ou bien on fait une extraction de spermatozoïdes testiculaires, c'est le TZ avec un E. Et quelle est la différence à gauche? C'est-à-dire que ce monsieur a une obstruction peut-être, alors on sait que la formation de ces spermatozoïdes est normale, il a des spermatozoïdes normaux. Alors on peut les aspirer, mais à droite, ce monsieur, peut-être, il n'a pas une obstruction. Le problème, c'est que les testicules ne produisent pas de bonnes spermatozoïdes. Alors, on a besoin d'un morceau de tissu et on cherche, et ça nous prend beaucoup de temps parfois pour trouver un ou plusieurs spermatozoïdes. Voilà, après qu'on a fait la fécondation, la fertilisation, ou bien selon la FIV ou l'ICSI, on met notre tasse contenant ces embryons, soi-disant, dans notre incubateur à CO2. Et pourquoi l'incubateur à CO2? Parce que si on garde notre milieu de culture à une pression de CO2 de 5%, on peut alors garder notre pH à 7,4 qui est le niveau physiologique du corps humain. Le lendemain, ou c'est-à-dire entre 18 et 24 heures, si on regarde pour voir notre ovocyte, on voit que l'ovocyte ici a été fertilisé.
et on peut voir deux noyaux, ce qu'on appelle le stade pronucléaire ou le 2PN, le stade 2PN, tout pronucléaire. Et ensuite, on peut aussi voir que notre premier corps polaire est devenu deux corps polaires maintenant. Nous avons un corps polaire secondaire aussi. Un jour en plus, c'est-à-dire après 48 heures, notre embryon consiste en 2 cellules, peut-être 4 cellules ou même 5 cellules. Troisième jour, ce sera 8 cellules, 10 cellules. Et voilà les étapes de développement de l'embryon. Comme je viens de dire, après 18 à 24 heures, c'est 2PN. Troisième jour, c'est 8 blastomères, comme on les appelle, 8 cellules. Et ensuite, entre le jour 3 et 4, on a le compactage, c'est-à-dire que ces blastomères commencent à se coller. Alors on ne peut pas les distinguer de l'une de l'autre. Et ensuite, on a, par le jour 4, on a le morula ou la morula. Et ensuite, par jour 5, notre embryon commence à développer un espace qui contient un fluide, mais c'est un kyste, en tout cas, c'est un blastocyste. Mais comme on peut voir, le 5e jour, on a toujours la zone qui entoure notre embryon, notre blastocyste. Parce que, en jour 6, on aura l'éclosion, c'est-à-dire que notre blastocyste va trouver une ouverture et sortir et faire l'éclosion. Et quand notre blastocyste sort de la zone, c'est là où le blastocyste peut s'attacher à la paroi de la matrice, l'endomètre, et faire l'implantation. Et si on est heureux avec notre embryon, alors on fait le transfert embryonnaire. On peut faire ça le deuxième jour, c'est-à-dire après 48 heures, deuxième jour, troisième jour, 4, 5 ou 6 même. Comme on le voit ici, il y a même de ceux qui ont fait le transfert embryonnaire après 24 heures. C'était professeur Ian Kraft qui a publié ça il y a au commencement de la FIV dans le Lancet. Il avait achevé des grossesses, mais normalement on ne fait pas ça parce qu'on peut attendre pour obtenir les meilleurs embryons. Et voilà le cathéter qu'on utilise, ou un des cathéters qu'on utilise. Il y a plusieurs genres. Il y a de ceux qui sont avec un petit bulbe sur le type, comme on le voit ici. Et il y a un autre genre de cathéter qui consiste en deux parties, une gaine extérieure et une gaine intérieure. Alors, le clinicien met la gaine extérieure d'abord dans la cavité de l'utérus pour être sûr qu'il est dans la cavité. Ensuite, il demande à l'embryologue de venir avec les embryons dans la gaine intérieure et ensuite on met l'intérieur dans l'extérieur et on dépose les embryons gentiment. Voilà. Et voilà, on peut toujours utiliser l'échographie. C'est mieux d'utiliser l'échographie, ça nous donne des meilleurs résultats. Alors on peut voir ici le cathéter d'abord, on peut voir même les boules d'air qui entourent notre ovocyte au moment où on fait l'injection de nos embryons ou notre embryon. Après ça, on fait le soutien de la phase lutéale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on donne à notre patiente de la progestérone pour soutenir la phase lutéale, normalement pour 3 semaines. Par ce temps, on va savoir si elle est devenue enceinte ou non. Si elle est devenue enceinte, alors on continue notre progestérone jusqu'à 12 semaines et même plus que 12 semaines. Et cette progestérone consiste en quoi? Ça peut être des comprimés oraux de progestérone micronisé. Ça peut être de la progestérone intramusculaire ou des ovules vaginaux de progestérone micronisé ou un gel de progestérone. Il y a toujours aussi des ovules qu'on peut utiliser de la voie rectale et il y a aussi un anneau qui contient de la progestérone qui est mis dans le vagin. Mais en tout cas, on soutient notre phase lutéale avec la progestérone. Et voilà, ou bien intramusculaire, aiguille à gauche, progestérone micronisée comme on le voit, qui peut être prise par la voie orale ou la voie vaginale ou rectale. Et ensuite, on a à droite, en bas, on a le gel
qu'on peut introduire dans le vagin. 16 jours après le prélèvement ovocitaire, on doit faire notre test de bêta-HCG parce que c'est ce test qui va nous dire si notre patiente est devenue enceinte ou non. Et si notre patiente est devenue enceinte, alors 3 ou 4 semaines après le prélèvement, on fait l'échographie pour voir la grossesse, savoir le nombre de sacs par exemple, et ensuite on peut peut-être voir l'embryon et aussi et faire sûr que tout va bien. Et voilà les résultats. Parce que comme je viens de dire, ce n'est jamais 100%. En bref, c'est à peu près de 1 à 3. C'est-à-dire on l'a fait pour 3 patientes, une devient enceinte et 2 ne deviennent pas enceinte. Ça, c'est la moyenne des résultats dans les États-Unis en 2011 et qui continue à être à peu près la même. Et en Europe, c'est un peu moins que ces chiffres-là. Si on fait la FIV 3 fois ou le LICI 3 fois, alors on augmente notre résultat à 2 à 3, c'est-à-dire 2 tiers, c'est-à-dire 2 patientes vont devenir enceintes, il y a une qui restera sans succès. Ça, c'est bien sûr la moyenne des résultats. Et ces résultats, bien sûr, dépendent de beaucoup de choses. Et voilà, ça dépend de l'âge. Par exemple, voilà ici, est-ce qu'on parle d'une femme qui est moins de 35 ans ou une femme qui est plus de 44 ans? Alors ça, c'est le taux de naissance vivante par cycle de traitement. Et voilà, ça diminue avec l'âge. Il y a une autre chose qu'on doit se rappeler très bien. Quand on parle des résultats, ce que notre couple est intéressé est de revenir avec un bébé. Voilà. Ils ne sont pas intéressés à voir notre taux de grossesse biochimique, c'est-à-dire on fait le test et c'est positif et après quelques jours la patiente commence un saignement et la grossesse ne continue pas. Alors elle n'est pas aussi intéressée à notre grossesse clinique, c'est-à-dire qu'on voit le bébé, le cœur du bébé, par exemple, et ensuite, après ça, elle perd son bébé, elle a une fausse couche. Il y a aussi les taux de grossesse évolutive. Ce que notre couple est intéressé, c'est au taux de natalité vivante. Le taux de natalité vivante. Aussi, est-ce qu'on parle ce taux par cycle démarré, ou par prélèvement ovocitaire, ou par transfert embryonnaire? Parce qu'on peut commencer avec 100 cycles, par exemple, et ensuite, au commencement, on a 6 ou 7 patientes qui ne vont pas continuer parce que leur réponse n'était pas bien. Alors, ces 6 ou 7 ne vont pas avoir un prélèvement ovocitaire. Et ensuite, quand on fait le prélèvement ovocitaire, pas toutes les femmes qui ont eu un prélèvement ovocitaire auront un transfert embryonnaire. Alors, est-ce que notre taux de réussite, est-ce que c'est par cycle démarré, ce qui doit être la chose juste à faire, ou par prélèvement ovocitaire, ou par transfert embryonnaire? Aussi, maintenant, parce qu'on fait la congélation des embryons, on peut parler de taux cumulés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une femme vient, elle fait la FIV, on obtient 10 ovocytes, on a 8 embryons, on remplace 2, elle est enceinte, elle a un bébé, elle revient après ça, on prend des embryons congelés et on les remet dans l'utérus et elle devient enceinte de nouveau. Alors elle a eu 2 bébés du même cycle démarré. Alors c'est ça quand le taux cumulé de naissances vivantes, c'est la meilleure chose. Comme je veux dire, c'est le taux cumulé de naissances vivantes par cycle démarré. Aussi, il y a des complications. Et on a parlé de ça au commencement. Et le syndrome d'hyperstimulation ovarienne, c'est la chose la plus dangereuse. Et les grossesses multiples aussi. Il y a aussi une possibilité d'avoir une thromboembolie parce que les médicaments et la grossesse elle-même peut entraîner des thromboses. Et si notre patiente va rester dans son lit
au contraire de ce que le médecin dit, alors tous ces facteurs peuvent entraîner une augmentation des taux de thrombose. Il y a aussi la charge psychologique, en particulier si la femme ne devient pas enceinte, et aussi le fardeau économique doit être pris en considération. Et voilà le syndrome d'hyperstimulation ovarienne qui peut être assez dangereux si on peut avoir des thromboses dangereuses. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie, c'est très rare, mais ça arrive. Et qu'est-ce que c'est que la physiopathologie de ce syndrome? En bref, c'est le HCG et le LH. Ils stimulent les macrophages ovariens et les cellules de granulosa. Et ces cellules produisent en principal le VEGH, Vascular Endothelial Growth Factor, et aussi le TNF, Tumor Necrotizing Factor, le IL-2, Interleukin 2, et ce qui peut à son tour stimuler le IL. Ici, c'est le IL-1, mais le VEGH en particulier, il augmente la perméabilité des vasculaires, c'est-à-dire que le sérum ou le fluide qui est dans le sang quitte le système vasculaire et s'accumule dans les cavités du corps, c'est-à-dire dans le péritoine et aussi autour des poumons. Et alors ça peut entraîner des résultats dangereux. Et c'est ça le syndrome d'hyperstimulation ovarienne. Et comme je dis, parce que notre sang devient très épais, alors on peut avoir des thromboses et aussi les médiateurs secondaires augmentent toute cette pathologie. L'autre complication, ce sont les grossesses multiples. Parfois on a ça, ce sont des sept jumeaux qui étaient une grossesse septuplète qui était Alexandrie. Ce n'était pas un cycle de FIV, c'était un cycle de stimulation seul avec le HMG, et ce n'était pas fait à Alexandrie, c'était un médecin du Caire, mais la patiente a disparu, elle a réapparu à Alexandrie à 28 semaines de grossesse et où elle a eu ses bébés chez nous à Alexandrie. Et heureusement, les bébés sont tous saufs et sains. Parce que la grossesse multiple entraîne des complications. Il y a des complications maternelles, il y a des complications fétales. Par exemple, les complications maternelles, l'anémie bien sûr, l'hydramnios, la prééclampsie, l'accouchement prématuré, l'accouchement par césarienne, l'hémorragie postpartum. Et si on parle des complications fétales, on a l'avortement, les malprésentations, la placenta previa, la brachioplacenti, la rupture prématurée des membranes, la prématurée elle-même du bébé, le prolapsus du cordon ombilical, le retard de croissance intra-utérin, des anomalies congénitales et tout ça. Alors, on doit toujours éviter d'avoir une grossesse multiple par diminuer le nombre d'embryons qu'on remplace. C'est-à-dire, si elle est une jeune fille, on met un ou deux maximum. Mais ça, bien sûr, si l'âge augmente, si elle a eu des échecs antécédents, alors peut-être on peut remplacer un grand nombre, un plus grand. Parce que qu'est-ce qu'on fait avec le reste de nos embryons? On fait la congélation. On fait la congélation et comme j'ai dit, si elle devient bien enceinte, alors on peut toujours remplacer quelques-uns de ces embryons qui étaient congelés. Et si elle devient enceinte, si elle a son bébé, ces embryons peuvent rester pour plusieurs années. Théoriquement, les embryons peuvent rester plus que 2000 ans et on peut les remplacer après ça. Mais bien sûr, dans la plupart des pays, on fait une limite à la congélation à 5 ans ou peut-être 10 ans. Alors, parce qu'on fait la congélation des embryons, on peut aussi faire la congélation des ovocytes, par exemple, chez les femmes qui veulent remettre le temps où ils veulent avoir un bébé pour des causes sociales. Elle travaille, elle a un métier intéressant, elle ne veut pas être enceinte maintenant, elle n'a pas trouvé un
un homme qui lui plaît, alors elle remet tout ça. Et ensuite, les spermatozoïdes aussi, on peut les congeler. Une autre raison pour faire la congélation, c'est le cancer, bien sûr. Une jeune fille ou un homme qui ont eu un cancer, ils vont avoir un traitement qui va affecter leur potentiel d'avoir leur fertilité, c'est-à-dire, alors dans ce cas, on peut faire la congélation des ovocytes et des spermatozoïdes et même du tissu ovarien pour utiliser dans le futur. Une autre chose qu'on peut faire, c'est le diagnostic génétique préimplantatoire. C'est-à-dire quoi? Si par exemple un couple a un bébé mongol, ou on a peur qu'elle elle a 40 ans par exemple, et elle a peur d'avoir un bébé mongol, alors on peut faire le diagnostic et on dit à ce couple, ne devenez pas enceinte, ne faites pas une grossesse naturelle, on va vous faire la FIV. Alors on fait la FIV quand on a un embryon ou plusieurs embryons de 8 cellules. Ensuite, on enlève une de ces cellules qu'on appelle les blastomères et on fait le diagnostic. Comment on fait le diagnostic? Avec une technique qu'on appelle l'hybridation fluorée in situ, fluoro in situ hybridization FISH. Alors, on fait le colorage des chromosomes. Normalement, on ne peut pas faire tous les chromosomes, alors on colore les chromosomes intéressants, ceux qui posent les problèmes dans la plupart des cas, c'est-à-dire numéro 13, numéro 18, 21 et le X et le Y. Et normalement, on doit avoir 2 chromosomes dans chaque cellule. Ici, il y a 3 cellules. Dans chaque cellule, on doit avoir 2 chromosomes 18, 2 chromosomes 13, 2 chromosomes 21 et ou bien 2 chromosomes X ou un chromosome X et un chromosome Y, c'est-à-dire que dans notre cas ici, ça c'est un bébé masculin. On peut aussi faire notre biopsie de l'embryon au 5e jour, c'est-à-dire quand on a le blastocyste. Et dans ce cas, on peut prendre plusieurs cellules. Au lieu de prendre une cellule, on prend plusieurs cellules. C'est une biopsie du trophectoderme au stade de blastocyste, comme vous le voyez. Et dans ce cas, on peut utiliser une technologie qui est même plus avancée, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on peut examiner tous nos chromosomes, les 23 chromosomes, comme vous les voyez ici. Et cette technique mesure la quantité de ADN dans chaque chromosome, comme vous le voyez, 1, 2, 3, 4, mais dans notre cas ici, il y a le chromosome 10 où il y a la quantité de ADN est augmentée, c'est-à-dire que cet embryon a une trisomie du chromosome 10. On a parlé au commencement d'une autre technique qu'on appelle le transfert intratubaire des gamètes, et ça c'est quelque chose qu'on faisait au commencement de la FIV, mais qu'on ne fait plus maintenant très rarement. C'est quoi? C'était le docteur Ricardo H. Qui a dit, moi j'ai des patientes qui n'ont pas des trompes bouchées. Elles ont des trompes claires, mais elles ne sont pas devenues enceintes. Alors je vais leur faire la FIV. On faisait la FIV, comme vous vous rappelez, avec la cystoscopie. Alors il faisait le prélèvement ovocitaire avec la cystoscopie, mais avant de faire ça, il avait préparé le sperme du mari. On fait le mélange, on met les spermatozoïdes avec les ovocytes et on les remplace dans la trompe de Fallope, comme vous le voyez dans ce dessin-là, et ça dans la même séance de cilioscopie. Il y a une autre chose, c'est le SIFT, le transfert intratubaire des zygotes, parce qu'on a dit au monsieur Ricardo H qui avait fait le GIFT, mais monsieur H, vous ne serez jamais sûr que vous avez eu une fertilisation, que vos spermatozoïdes ont fertilisé l'ovocyte. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ils ont fait le prélèvement ovocitaire avec l'échographie, avec la cystoscopie, et ensuite on faisait 2 cystoscopies. Alors la première cystoscopie pour le prélèvement des ovocytes, ensuite on faisait la fertilisation au dehors du corps humain, et le lendemain on remettait les zygotes, les embryons
au stade pronucléaire. On les appelle parfois les zygotes. Alors on met les zygotes et on appelle ça le ZIFT, Zygote Intrafallopian Transfer. Et enfin, il y a toujours des questions éthiques qui sont liées à notre PMA. Et ces questions ont été présentes dès le commencement. Par exemple, les embryons surnuméraires. On a plusieurs embryons. On a remplacé 2 embryons. La femme est devenue enceinte. On a remplacé 2 autres. Elle est devenue enceinte de nouveau. Elle ne veut pas plus de grossesse. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces embryons? Par exemple, est-ce qu'on peut les utiliser pour la recherche? Et jusqu'à quel stade de développement de ces embryons, par exemple? Quand on fait la congélation des embryons, la femme, par exemple, a utilisé quelques-unes de ces embryons et elle n'est pas venue. Est-ce qu'on les garde? Jusqu'à quand? Et ensuite, disons par exemple qu'elle est divorcée ou que son mari a été décédé. Qu'est-ce qu'on fait avec les embryons? Est-ce qu'elle peut revenir nous dire, s'il vous plaît, faites un transfert embryonnaire pour moi quand son mari n'est plus présent? L'éduction fœtale, c'est-à-dire une femme a une grossesse multiple. On sait que ça va entraîner des problèmes. Alors, comment on fait? Est-ce qu'on peut aspirer, par exemple, 1 ou 2 fœtus ou embryons, c'est-à-dire de ces grossesses multiples? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ce n'est pas éthique? Et c'est le choix du sexe. Comme vous avez vu, on a la technologie pour choisir le sexe. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ce n'est pas éthique? Si on a 2 filles, par exemple, on veut un garçon, ou si on a 4 filles, on veut un garçon. Bébé à dessein, tout ça va entraîner des questions pour le bébé à dessein. Sommes-nous propagant une race plus faible? C'est-à-dire, par exemple, il y a de nos patients qui sont azospermiques. Et il y a un nombre de ces patients qui ont un problème génétique, c'est-à-dire ils ont un problème dans leur chromosome Y, où il y a un gène qu'on appelle le DAS, Deleted in Azoospermia, DAS 1, DAS 2, DAS 3. Et si on fait l'ICSI pour ces gens, alors ils vont avoir des bébés. Et si c'est un garçon, est-ce qu'il va avoir la même gène? Alors, est-ce qu'on est... Parce que la nature, probablement, n'avait pas l'intention que ces couples auront un bébé. Alors, est-ce que nous opposons la nature en faisant ça et propaguant une race plus faible, ce qui devient de plus en plus faible? Le don de sperme et d'ovules, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est éthique? Pas éthique. Il y a des pays qui le permettent, il y a des pays qui ne le permettent jamais. Par exemple, les musulmans sunnis ne permettent pas le don de sperme et d'ovules, tant que les chiites chiites, ils permettent le don de sperme et les ovules. Et la maternité de substitution, c'est-à-dire une femme qui a des ovocytes mais elle n'a pas un utérus, alors on peut récupérer ces ovocytes, les fertiliser avec les spermes de son mari et les mettre dans l'utérus d'une troisième femme. On appelle ça third party reproduction de la troisième partie. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est pas éthique? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que cette femme, cette mère de substitution, est-ce qu'elle doit prendre de l'argent ou ce n'est pas éthique? Recherche sur les cellules souches. Est-ce qu'on peut faire ça? Les cellules souches embryonnaires, bien sûr. Est-ce qu'on peut faire ça ou non? Le clonage thérapeutique, c'est-à-dire quelqu'un qui a un problème avec son foie, alors on peut faire le clonage des cellules hépatiques, par exemple, ou le sauver d'une maladie. Mais est-ce qu'on peut faire le clonage reproductif? Là, plusieurs des gens et des sociétés et des pays, bien sûr, sont contre le clonage reproductif. Ça n'a pas été fait jusqu'à présent dans les humains, mais ça a été fait dans les animaux, comme on se rappelle. Parce que, enfin,
Ce qu'on veut c'est que chaque couple a un bébé ou plusieurs bébés qui sont en bonne santé. Et comme Hippocrate avait dit il y a 2500 ans, primum non nocere, c'est-à-dire premièrement, ne faites pas du mal, faites seulement du bien à nos malades. Et avec ça, je termine ma présentation de la procréation médicalement assistée. Et alors voilà, on a fini notre présentation sur l'infertilité, sur le sujet d'infertilité, qui a consisté de 4 parties. L'introduction, les facteurs masculins, ensuite le facteur ovarien, les facteurs cervicaux, tubaires, utérins, péritonéal et l'infertilité inexpliquée, et enfin la procréation médicalement assistée. Je vous remercie de votre attention.